Pourquoi composer? Et la réponse est parce que quelqu'un m'a demandé de composer. Donc ça peut être un appel téléphonique, ça peut être une lettre, quelqu'un en écrit des emails maintenant, mais assez souvent je reçois un email, surtout que c'est une lettre qui dit est-ce que vous serez intéressé à écrire? Parce que dès le moment que nos yeux ou l'oreille tombent sur l'expression que quelqu'un aimerait recevoir quoi? Un don de vous, aimerait recevoir un fruit de vous, recevoir quelque chose qui est un produit de votre activité. C'est comme « wow !» Et puis l'esprit commence à se mettre en activité. Mais il y a d'autres moments où le pourquoi coexiste avec le rêve. C'est-à-dire, mon esprit compose toujours. Je suis toujours dans une... on pourrait l'appeler un monde parallèle, un monde sonore parallèle. C'est peut-être similaire ou semblable à ce que les romanciers font. Ils composent des répliques, des réparties, des textes dans leur tête, et rapidement, il les inscrit dans des petites cartes. Et puis, grâce à le catalogage ou la façon de magasiner ces objets, on pourrait les ordonner de nouveau. Donc le pourquoi, dans ce sens-là, est un système de réflexion qui est ouvert en permanence et qui est alimenté continuellement. Quand on est devant les personnes, dans un moment isolé, au moment du sommeil, etc. Dans la langue française, comme dans la langue italienne, si on dit création, on parle de quelque chose de bien réel. L'acte est un acte de création. Alors voilà, je me dis, écrire une œuvre de musique, écrire un roman, faire du film, faire une sculpture, réaliser une pièce de théâtre, ça, chaque activité est une vie en miniature, une tranche de vie en miniature. Et enfin, chaque artiste est un petit dieu qui essaie de réaliser, comme le bon Dieu, à réaliser le monde, l'univers, etc., mais qui essaie de réaliser quelque chose en miniature qui va avoir une vie, enfin, qui va avoir une vie très éphémère, qui dure à peine une centaine de pages, une centaine de minutes ou une centaine de mesures, et qu'à l'intérieur de chaque expression, et chaque forme ou chaque médium, on pourrait retrouver toutes les étapes de la vraie vie. Je trouve ça un privilège de jouer comme le bon Dieu. Je peux agir en tant que créateur du monde, mais un petit monde, et que ce monde pourrait être mieux, ou peut agir mieux, ou pour fonctionner mieux que le monde dont je vis de tous les jours. C'est peut-être un espoir naïf, je ne sais pas, mais c'est dans ce sens-là que je crois que la métamorphose qui se trouve en miniature dans une œuvre d'art
toutes les formes confondues, rappelle la vie humaine. Donc la métamorphose m'attire beaucoup, probablement parce que c'est un miroir de la vie. Nous sommes tous comme des papillons. On est né dans une forme, on est appelé à devenir adulte, et puis à un certain moment, la vie nous appelle à devenir autre chose, comme des papillons. Dans mon cas, j'ai exploité, enfin carrément exploité la technique de la métamorphose dans plusieurs œuvres. Une œuvre qui vient tout de suite dans mon esprit, c'est une œuvre que j'appelle brièvement « Homme-papillon ». Cette œuvre, Homme-papillon, a comme projet, dévoile comme projet, la notion qu'un battement d'aile d'un papillon, un battement d'aile comme ça, et l'air qui est perturbé par le battement d'aile, peu à peu, éventuellement, pourrait donner naissance à une tempête. Cette œuvre-là, que je fais pour la SMCQ, est enfin un petit orchestre au sein duquel il y a un piano mécanique appelé commercialement le disque-clavier. Donc à un certain moment, le piano devient comme une sur-homme, un sur-piano, un piano omnipotente, et c'est un piano hors cadre. Mais pour revenir peu à peu à un piano normal, et un pianiste qui joue le piano normal. Donc c'est cette va-et-vient entre l'énergie qui a été originellement propulsée par le battement d'aile, une métamorphose qui mène à la tempête, et puis le moment après la tempête, beau soleil et la tranquillité.